Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast et accompagnée comme toujours de Lovla, Aurore et Xan. Et je vous propose directement de vous présenter au travers d'une petite anecdote. Voilà, un fait sur vous. Oui, je commence. Du coup, moi, c'est Lovla. Et mon anecdote, c'est que quand j'étais ado, j'ai réalisé et joué dans un film d'horreur avec Lélina. Et c'est un peu la honte parce que je pense que si on retrouvait aujourd'hui, on serait vraiment catastrophé par nos talents d'acting inexistants. C'est fou que tu parles de ça parce que justement, dans notre groupe de potes lillois, dont fait partie aussi Aurore, on s'est passé dernièrement nos vidéos d'adolescence, mais c'était plutôt des vidéos d'études, donc un tout petit peu moins gênant. Mais franchement, j'aimerais trop retrouver cette vidéo, mais c'est sur un DVD qu'on n'a plus, quoi. Enfin. Ouais, je sais pas où il est ce DVD, mais je me rappelle même le début du DVD était trop marrant. On sautait tous dans la piscine et il y avait nos noms et c'était sur une musique de Justice. Enfin bref, c'était un gros truc, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Je pense que c'est très gênant. Mais je sais pas, à l'âge ingrat, en plus, on avait 15 ans. C'était vraiment le passage de la 4e à la 3e, donc le pire moment où on s'est rencontrés en colo et on a fait cette colo vidéo et créé ces vidéos. J'avais aussi une anecdote de honte, j'étais pas sûre de... Mais bon, j'ai un problème avec les portes vitrées quand je dois aller aux toilettes. Donc en 6e, c'était la première semaine... je découvre le collège, c'était ma première semaine de cours. Et je sais pas, j'étais du genre à dire, enfin, à avoir envie d'aller aux toilettes et pas oser le dire. Et donc là, c'était sport, donc je dis, oh monsieur, je peux aller aux toilettes. Bon, bref, je me débrouille pour y aller. Et donc, je vais aux toilettes dans la cour. Et donc, j'étais jamais allée aux toilettes, en fait, dans ces toilettes. Et je vois là, ce que je pense être la porte, et ça s'ouvre pas. Je fais, mais pourquoi ça s'ouvre pas ? Pourquoi ça s'ouvre pas ? Et je me suis pissée dessus, tellement j'en pouvais plus. Et en fait, il y avait, la porte aussi était transparente, c'est juste que c'était 2 portes symétriques, enfin, une fenêtre et une porte. Ah, t'étais côté fenêtre et pas côté porte. Et récemment, j'étais dans un salon de thé. Et bon, je me suis pas si pissée dessus, mais bon, je devais aller aux toilettes. Et donc, pour aller aux toilettes, il y avait 2 alcôves. Et donc, la serveuse passait par l'une avec son plateau. Donc, je me dis, je vais passer par celle d'à côté, c'est pas... Et je m'avance et non, c'est marrant, elle est un peu basse. Donc, je me baisse un peu et je me suis prise en pleine tronche une plaque vitrée. Et j'ai hurlé, oh la conne dans le salon de thé. Voilà. Moi, les portes vitrées pour aller aux toilettes. Waouh. Xan. Moi, du coup, ça n'a rien à voir avec la honte. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai la voix complètement cassée. Donc, si vous ne reconnaissez pas ma voix, c'est normal. Pour moi, tu as la même voix que d'habitude. Mais... Bon, ça va. Moi, j'entends aucune différence. Mais écoute, tant que tu parles, c'est ça. Tout va bien. Et je vais continuer sur la honte, c'était pas prévu, mais vu que vous avez compris au titre et vous le verrez que c'est le sujet de cet épisode, aussi une honte de 6e. Je venais d'arriver, c'était un peu stressant, la 6e, j'avais perdu tous mes potes dans un crash d'avion. Non, mais ils m'avaient pas suivi dans le collège où j'étais, donc j'étais un peu toute seule, enfin que avec les garçons, mais pas avec les filles, quoi. Bref. Et du coup, il fallait qu'on fasse la photo de classe. Il y avait les 5e ou les 4e qui nous regardaient parce qu'ils étaient passés juste avant faire notre photo. Et j'étais la première à m'installer et c'était des chaises qui étaient à l'extérieur sur l'herbe. Et je me suis assise avec beaucoup trop d'enthousiasme dans ma chaise et je suis tombée en arrière. Et du coup, je me suis vraiment pété la figure devant les plus grands et toute ma classe, alors que déjà, j'avais un peu des problèmes à m'intégrer. Donc, c'était pas une origin story de collège très agréable pour moi. Mais au moins, tu t'es pas fait le coup du lapin parce qu'à tomber en arrière, c'est un peu le problème. Il y a ce moment où la honte est plus forte que la douleur. Et du coup, vraiment, la douleur est complètement anecdotique. T'es juste là en mode... Il y a tout ce moment aussi où t'arrives pas à te relever et les secondes ont l'air de minutes où t'es là, faites en arrière, tête sur le sol, à être là en mode comment je me relève. Vous préférez vous faire mal physiquement ou vous tapez une grosse honte ? Moi, je préfère me faire mal physiquement. Ouais, évidemment. Franchement, fouettez-moi. La honte, ça reste des années dans ta tête. Tu repenses au truc quand tu t'endors et t'es là en mode pourquoi j'ai fait ça ? Ah ouais. On va en parler. Puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est la honte.
Et on en a parlé dans un autre épisode, et notamment Une sexualité sulfureuse, à quel point la honte, ça pouvait teinter le début de notre vie sexuelle, notamment le fait de ne pas pouvoir en parler à sa famille, de ne pas avoir d'endroit pour vivre sa sexualité, de se masturber, de se demander si c'est normal ou pas, si on est le seul à le vivre, etc. Et du coup, pour la plupart d'entre nous, cette honte, c'est quelque chose dont il faut après faire le travail de se défaire pendant le début et tout au long de sa vie adulte pour vivre une sexualité chouette et épanouie, si tant est qu'on a envie de vivre une sexualité. Et il y a plein de choses, j'ai l'impression, qui montrent encore cette honte dans notre manière de vivre notre sexualité, genre avoir toujours besoin de boire un petit coup quand on rencontre quelqu'un avant de peut-être faire de la sexualité avec cette personne, dire non, on couche ensemble que lumière éteinte, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont dans ce sens. Et du coup, je voulais parler avec vous de la honte et de comment elle s'immisce encore dans nos sexualités. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par la rubrique d'Aurore. Rêve parti. Rêve parti. Rêve parti. J'ai lu le livre que Lélina m'avait conseillé, Come As You Are, de Emily Nagoski, et qui est extraordinaire. Qui est en français et Je jouis comme je suis. Ouais, les deux titres étant vraiment nuls, je trouve. Je trouve que Come As You Are, il est très bien, parce que To Come, c'est jouir aussi. Oui, je sais, mais j'aime pas ces jeux de mots. Bon, bref, c'est égal. Okay. Le livre est Moi, très j'adore bien. Nirvana, donc je valide ce titre. Ok. Et donc, il est vraiment très, très bien, ce livre. Donc, si je devais militer dans ma vie, ça serait pour que le monde entier le lise. Bon, il est vraiment... je viens de me rendre compte, là, en relisant mes notes, que les exemples que je vais donner, c'est vraiment... il est vraiment écrit pour les femmes. Donc, les exemples sont peut-être pas hyper adaptés parce que aux messages que les hommes peuvent avoir sur la sexualité. Mais bon. En fait, elle explique qu'en général, ce qu'on sait sur le sexe, et on sait beaucoup de choses sur le sexe, c'est pas sur le sexe en lui-même, c'est sur ce que la culture croit du sexe et de la sexualité. Et elle donne 3 types de messages culturels qu'on reçoit, et je trouvais que ces messages, ça pouvait, quand on correspond pas à ces messages, ça pouvait générer de la honte. Donc, il y a un message moral qui est le message le plus ancien. Donc là, ce qu'elle donne, c'est vraiment ce qui s'adresse aux femmes. Donc, tu es un bien dégradé. Si tu aimes le sexe ou que tu veux du sexe, t'es une salope. La virginité, c'est ton attribut le plus précieux. La bonne façon pour toi d'apprendre le sexe, c'est d'accommoder ton partenaire, à qui ton corps appartient. Et si tu es désirable, tu n'es pas aimable, en gros. Autre message, le message médical. Donc, le sexe est dangereux. Si tu es prêt à prendre le risque, le sexe se déroule de façon précise. Il y a désir, excitation, orgasme, durant la pénétration idéalement, simultanément avec ton partenaire. Et si ça ne se déroule pas de cette façon, c'est qu'il y a un problème médical sous-jacent. Et le dernier message, c'est le message médiatique, le plus récent. Donc en gros, tu es inadapté, quoi que tu fasses, t'es pas assez bien, incompétente ou incompétent. Injection, t'as plein d'injections d'injonctions, pardon. D'injections. Le botox, d'injonctions contradictoires. T'es trop grosse, mais c'était aussi trop maigre. Tes seins sont trop gros et ils sont aussi trop petits. Et si t'as pas fait tel truc, telle pratique, tel machin, t'es frigide en fait. Et elle explique qu'avec ces messages culturels dans lesquels on est baigné sans vraiment s'en rendre compte, on va se créer une représentation mentale d'une personne qui a la sexualité idéale. Donc elle va en plus donner l'exemple de sa représentation à elle et de celle de sa sœur jumelle. Donc c'est des vraies jumelles, donc c'est pour dire à quel point c'est vraiment culturel, il n'y a pas d'influence naturelle, génétique. Ouais. Donc pour elle, son exemple à elle, c'est que sa version à elle de la femme qui avait une sexualité idéale, elle explique aussi que souvent on va être plus influencé par un des messages en particulier, et elle, c'était vraiment le message culturel des médias. Donc pour elle, la femme sexuelle idéale, elle est aventureuse, elle est brillante, les hommes la désirent, elle a des compétences, elle est enthousiaste, elle est bien sûr, elle jouit facilement avec la pénétration, elle a de l'expérience, elle a du désir sexuel spontané et elle mouille tellement. Et puis les femmes qui sont un peu prudes, en fait, c'est des névrosées. Elles savent pas ce qui est bien. Alors que sa sœur, pour elle,
c'est le message qui était le plus prégnant dans son esprit, c'était que des femmes intelligentes, une femme intelligente, en fait, elle n'est pas intéressée par la sexualité. Les femmes intelligentes, elles sont intéressées par tout ce qui relève de l'esprit et pas du corps. Donc, c'est des filles idiotes, en fait, qui sont dominées par leurs instincts animaux, qui aiment la sexualité. C'était un peu une représentation de classe moyenne de l'époque victorienne, comme elle est américaine. Donc, pour elle, la femme idéale, elle était plus ou moins asexuelle. Et donc, moi, ça m'a fait réfléchir à c'était quoi pour moi la sexualité idéale. Ouais, c'était quoi la femme qui avait la sexualité idéale. Et que je me suis donc j'ai pensé à cette femme et je me suis rendu compte qu'en fait, le décalage qu'il y avait entre moi et cette femme, ça avait été source de plein de conflits internes, mais c'est vrai, pourquoi moi je fais pas ça, je suis pas normale, je suis pas bien, c'est pas assez. Et en gros, moi, ma femme idéale, celle qui pour moi représentait la femme qui vit la sexualité, c'était Samantha de Sex and the City. Parce qu'elle est désirée, désirée par plein d'hommes dans sa vie. Vraiment, elle débarque, tous les hommes sont là, moi je veux. Elle choisit ses partenaires. Et c'est une femme puissante, en fait. Pour moi, c'était le fait qu'elle soit dans le contrôle comme ça faisait d'elle une femme puissante. En plus, elle en parle facilement de sexe, hyper librement. Elle teste plein de trucs. Elle dit qu'elle est trisexual, donc elle est... c'est une expérimentaliste, quoi. Voilà, elle essaye tout une fois. Ouais. Et puis, il y a ce truc de... elle va avoir eu plusieurs histoires, parfois courtes, d'autres vraiment importantes. Disons qu'il y a eu du choix, il y a eu de la diversité. Et elle rentre facilement dans la sexualité, surtout. Il n'y a pas cette question de est-ce que je couche ou pas le premier soir. Je sais pas, elle se pose pas la question. Elle a envie. Et elle a du désir, du désir facilement. Et puis il y a ce truc de avoir plusieurs partenaires, t'apprends sur toi, t'explores. Et avoir peu de partenaires, c'est se fermer des portes d'exploration. Et la sexualité, surtout, c'est facile, ça fait partie de la vie. Ça a rien de sacré. Et c'est très bien comme ça. On parle de sa vie sexuelle avec ses amis, ses partenaires librement. Et moi, en fait, je suis plutôt le contraire d'elle, en fait, en pratique. Et même plus jeune, j'avais ce truc de en parler, c'est génial de parler de sexualité, c'est trop bien. Et en fait, plus j'avance, plus je suis, en fait, j'ai vraiment... c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais j'ai ce truc de protéger un peu quelque chose qui se passe entre deux personnes. Et c'est pas... j'ai pas envie de raconter, c'est pas un truc que j'ai envie de raconter. Et aussi son rapport au désir, vraiment de débarquer, de voir un homme plutôt sympa et d'être là, oui, bien sûr, je vais faire l'amour. Moi, je te baise. Je me disais, c'est ça, avoir du désir, c'est ça. Et moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et pendant longtemps, je me disais, mais pourquoi c'est bizarre. Ça m'a même un peu honteuse de mettre... En plus, si jeune, j'étais toujours en train de lire plein de trucs sur la sexualité et j'avais l'impression de me préparer, d'être là, putain, ça va être génial. Je vais être la meilleure. Je vais être la meilleure. Je vais arriver sur le... Et puis en fait, j'ai personne avec qui je me dis, j'ai envie de mettre en pratique tous ces trucs que j'ai appris depuis mes 4 ans et demi. En commençant par les bandes dessinées de ton père, on se rappelle. Merci, papa. Et donc voilà. Et aussi, je voulais vous demander quelle était, si vous aviez vous une représentation de la personne qui a la sexualité parfaite, et si ça avait été pour vous source de débat intérieur ou de... Mais déjà, je trouve ça trop intéressant de voir la différence que tu as entre du coup ce que tu vis dans ta vie et tout, et la vision de la sexualité idéale que tu as /avais. Moi, je me serais jamais imaginé, en te connaissant et tout, que toi, ta vision de la sexualité idéale, c'était vraiment du coup une femme ultra libérée, qui arrête pas de parler de sexualité, qui couche avec chaque personne qu'elle désire. Enfin, j'aurais jamais pensé, j'ai jamais réfléchi, mais que ce serait ça ton genre idéal de sexualité. Tu vois, c'est fou comment ça peut être différent que ce que tu as envie de vivre, ce que tu vis et tout, ce que tu t'imagines être la norme ou surtout que c'est ça, tu dis que c'est hyper propre à chacun, donc tu aurais pu aussi t'imaginer comme étant la norme, tout l'inverse, quoi. Enfin, tout était possible, quoi. Mais après, maintenant, disons que Samantha, je suis toujours là, c'est génial ce que tu fais, mais c'est pas moi.
Je pense que C'est comme moi, quoi. Mais du coup, génial. c'est le décalage entre la personne idéale, enfin cette Ouais, sexualité un peu ça. idéale et ce que Qui tu t'est es vraiment. qui procure de la honte. T'as l'impression que toi, tu te sens honteuse par rapport à ça? Bah, plus maintenant, parce que j'ai compris que ce que je voulais, c'était pas. Ce que tu croyais. Je pensais que Être la c'était norme, quoi. pas nul, mais j'avais l'impression que c'était pas vraiment explorer la sexualité ou que. En fait, le décalage entre. En fait, maintenant, cette personne, elle a plus pour moi la sexualité idéale, elle a juste une façon de vivre sexualité qui est très bien si c'est ce dont tu as envie. Et moi, bah, j'ai envie. Enfin, c'est même pas juste de l'envie. C'était. Ouais, j'ai envie ou même besoin d'autre chose. En fait, sa vie à elle me rendrait malheureuse alors qu'elle en est très contente de sa vie. Mais c'est vrai, je sais même pas comment j'ai pu. Parce que, ouais, je sais pas, au lycée, où je me disais, ah, c'est génial, quand est-ce que ça va m'arriver de faire comme elle, de débarquer et d'être là, moi, alors ce soir, j'ai machin. Ouais, c'est parce qu'elle était mise en avant aussi. Elle était cool. Et on a envie d'être cool en général. Et moi, je pense que je suis sortie du lycée, en fait, j'avais vraiment une vision de la personne que j'aimerais être en termes de sexualité. C'était vraiment avoir des plans cul, peut-être juste être sur des applis pour consommer un peu la sexualité comme ça. Et après, peut-être un jour, je rencontrerai quelqu'un, quoi. Et au final, j'ai rencontré mon gars. Et j'étais là en mode, mais en fait, ça ne correspond pas du tout au plan que j'ai. Parce que j'étais pas partie sur une relation longue durée, quoi. J'étais là, non, en fait, moi, j'avais plutôt envie de papillonner, là. Donc, mais bon, voilà, on choisit pas le truc qui nous arrive, qui nous tombe dessus et les expériences qui nous. Bah si, t'as choisi dans le fond, parce que t'aurais très bien pu dire, en fait, t'aurais pu dire non à cette histoire que T'aurais pu l'arrêter à un moment en disant non, ce n'est pas du tout la personne que j'ai envie d'être. Tu as choisi. Ouais, mais bon, en fait, sur le moment, je me disais pas, je vais tourner le dos à cette histoire parce que j'ai des envies de sexualité épisodique, tu vois. Ouais, ça me semblait, du coup, c'est un jugement que je porte sur moi-même, mais ça me semblait superficiel de faire ça par rapport à la beauté de l'histoire qui se crée. Mais il y a quand même une forme de choix, non ? Oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est intéressant. Moi, pour le coup, je pense, ado, j'avais vraiment ce truc d'avoir envie d'avoir une sexualité libérée, de pouvoir en parler. J'avais des copines qui déjà avaient une sexualité au lycée, alors que c'était pas mon cas, qui en parlaient de manière, dont une qui en parlait vraiment de manière ultra libérée, et je trouvais ça vraiment trop stylé. Mais j'avais quand même cette vision hyper forte du couple. J'étais là en mode, je vais avoir une sexualité ultra libérée, mais potentiellement à l'intérieur d'un couple, je vais être une personne fiable, genre dans l'engagement, voilà. Et du coup, c'était vraiment ça l'idée. Par contre, ce sur quoi il y avait, parce que du coup, ça correspond au début de ma vie sexuelle, me mettre en couple, avoir une sexualité par contre rapidement et être très à l'aise de parler de ma sexualité. Mais je pense là où il y a eu le plus gros décalage, et on en parlera dans ma rubrique après, mais c'est pour moi une personne qui avait la sexualité idéale, elle savait de manière innée comment on faisait de la bonne sexualité. Ouais. Oui, et du coup, elle avait un talent, quoi. Ouais, c'est ça. Elle avait les compétences. C'est genre en mode, t'as pas besoin d'avoir rien vu, rien lu et tout, t'arrives et juste t'es un bon coup, quoi. Il y avait ce côté d'être un bon coup de manière innée, et qu'à partir du moment où t'es une personne qui a une sexualité libérée, qui aime ça, du coup, ça va tout seul, quoi. Et tu sais comment faire, quoi. Et du coup, ça a été le grand décalage où pendant longtemps, j'étais là, mais quand même, est-ce que je prends assez d'initiative? Est-ce que je fais assez ci? Est-ce que je sais assez comment toucher l'autre? Ou enfin, je me suis souvent été confrontée à avoir l'impression de pas être assez, d'avoir envie de ça, mais de pas être assez compétente, quoi, que je pourrais l'être plus. Donc ouais. Et toi, Xan? Moi, du coup, pour ma propre sexualité, je me suis jamais vraiment posé ce genre de questions. Moi, ça a été plutôt, voilà, on le fait, et puis j'apprends sur le tas, surtout au début, et après, tu le fais avec tes partenaires et t'essayes de t'adapter plutôt à tes partenaires qu'à tes envies à toi. Et après, plus j'ai vieilli, parce que là, maintenant, j'ai quand même... Là aujourd'hui j'ai 30 ans maintenant, donc maintenant c'est vrai que je recherche plus le même type de partenaire que ce que je recherchais à l'époque. À l'époque c'était quand même plutôt ce qu'on appelle du fling, c'était des petites relations, des trucs comme ça où on allait parler très vite sexuel, ce genre de choses. Aujourd'hui c'est quelque chose que je vais plus du tout rechercher, par exemple. Du coup, tu dirais que ton idéal de sexualité a aussi changé, mais enfin, avec toujours potentiellement... Mais avant, il n'y avait pas de décalage. T'étais là en mode, ce que je veux, c'est des flings, de la sexualité et tout, et tu avais ce que tu
C'est ça, voulais, j'avais en ce que je gros, voulais. Et à aujourd'hui, maintenant, j'ai plus rien. mais je voudrais plus avoir ce que j'avais avant. Ce que j'avais avant, à coucher à droite, à gauche, non merci. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que, enfin, j'en sais pas, mais peut-être que c'est aussi pour ça que tu as plus de sexualité. Enfin, c'est ça. dans le sens où si tu cherches pas ça de façon assez épisodique, tout ça, du coup, c'est plus difficile de trouver aussi une personne qui te correspond parce que c'est toujours plus facile de trouver de la sexualité que de trouver une relation, je pense. C'est ça, c'est beaucoup plus facile de trouver de la sexualité que de trouver une relation. Et franchement, trouver une vraie relation, alors j'en reparlerai après dans ma chronique, mais quand on essaie de mettre ces critères de recherche dans la relation, c'est très compliqué aujourd'hui. Ok, mais t'as jamais eu de décalage entre un idéal pour le coup vraiment sexuel, pas en mode idéal de schéma relationnel, mais de vie sexuelle, idéal sexuel, et qu'est-ce qui est arrivé dans ta sexualité, genre te dire je pense qu'une personne qui a l'air désirable, enfin ou je sais pas quoi, elle est comme ci, elle est comme ça, elle sait faire ci, elle sait faire ça. Ça a évolué en fait avec le temps. Au début, on parlait une fille qui me parlait ouvertement de sexualité, pas de problème. Aujourd'hui, une fille qui me parle ouvertement de sexualité, qui dit ouais, moi je fais les meilleures pipes du monde. Moi je m'en fous en fait. Oui, c'est plus ce qui t'intéresse. Non. Mais par rapport à toi-même. Par rapport à moi-même, maintenant j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc, mais au début de ta vie sexuelle. Au début de ma vie sexuelle, c'est comme tout le monde, on a tous galéré. Les premières fois, j'en reparlerai peut-être un jour de ma première fois, je vous avais expliqué, c'était pas glorieux, mais voilà. C'est rarement glorieux les premières fois. C'est très rarement glorieux, mais ouais, non, ça a évolué avec l'expérience que j'ai gagnée aussi, et maintenant. Par exemple, à l'époque, si j'avais une partenaire qui savait pas quoi faire, moi, si je savais pas quoi faire, on était perdus tous les deux. Aujourd'hui, si j'ai une partenaire qui sait pas quoi faire, je peux la guider. Ok. Je vais peut-être passer à ma partie parce qu'elle a très à voir avec la première fois. Tu vas raconter ça, tu vas raconter ça. Qui veut raconter sa vie? Donc moi, je vais raconter ma vie puisque on en parlait. Je vais raconter ma première fois et je trouve que ça a très à voir avec l'idée que je me faisais d'une sexualité idéale vs ce que j'ai vécu. Et du coup, pour remettre en contexte, je pense que j'en ai parlé dans un autre épisode, je suis pas sûre, mais du coup, j'ai jamais regardé de pornographie avant mon entrée dans la vie sexuelle, parce que j'avais lu dans un phosphore, dans le coin des experts, qu'il fallait pas regarder de pornographie avant de faire sa première fois. La bonne élève, quoi. Mais oui, j'étais vraiment la bonne élève, parce qu'il fallait pas se créer, du coup, pervertir, en gros, pas pervertir, mais son imaginaire, quoi, de se laisser la possibilité de entrer en sexualité comme on en avait envie, sans avoir des représentations liées à ça, quoi. Ouais, après, on en a quand tu regardes des films. C'est ça. En fait, on s'en sort pas. Et puis, du coup, j'en parlais avec mes copines avant d'entrer en sexualité. Donc, j'avais aussi la vision qu'elles me donnaient de la façon dont elles vivaient leur sexualité. Enfin, bref. Forcément, il y avait plein de choses, mais j'étais là, ok, d'accord, je vais pas regarder de porno. Et du coup, j'ai fait ma première fois avec mon premier copain que j'ai rencontré, du coup, en rentrant à l'université. Et on m'avait dit, je me demande si on n'avait pas eu ces discussions ensemble aussi, Love, là, pour le coup, c'est ça, pour la pipe, que pour faire une bonne pipe, c'était comme une sucette, et qu'il fallait, je sais pas, sucer la sucette, quoi. Et voilà. Et du coup, j'avais jamais vu de représentation de fellation, enfin, avant, vu que j'avais pas regardé de pornographie ou quoi, enfin voilà. Alors que, petite parenthèse, il y a des super tutos sur certains sites porno, des tutos de meufs qui font vraiment des fellations en mode voilà comment on fait, quoi. Mais sauf que vu que moi dans mon idéal je saurais naturellement comment faire juste parce que j'étais intéressée par la sexualité, je m'étais pas informée. Et du coup, quand j'ai fait cette première fois, j'ai fait une fellation. Et moi, j'avais mal compris. Enfin, c'est pas que j'avais mal compris, c'est juste que par rapport à ce qu'on attend culturellement d'une fellation, j'avais mal compris le concept de la sucette. J'étais juste là en mode, je léchais la sucette. T'as fait la glace. Oui, c'était la glace. Mais je mettais pas la sucette dans ma bouche. Donc, j'ai fait ça un tout petit peu. Et en fait, j'ai senti, évidemment, zéro communication, que du coup, ce copain était là en mode, il m'a plus ou moins, il m'a pas mis sa bite dans la bouche. C'était pas non plus une agression. Enfin, potentiellement, si je le vivais maintenant, je serais là en mode, bon. Mais il était un peu là en mode, bon, c'est pas comme ça qu'on fait. Et il m'a guidée en mode, non, en fait, tu vois, Mais après, je trouve que même dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais il l'a même pas dit, en plus, il l'a
insinué. J'ai senti qu'il me faisait... C'est trop chiant, ça. Tu sais, les insinuations, t'es en mode, mais c'est pas clair. Enfin, donne-moi plus d'informations. Et c'est surtout, ça rentre avec toutes ces questions. Fais-le toi-même, je fais comme toi. C'est ça. Tu te fais une autopipe et après... Oui, ça marche moins bien que je me touche et je vais te montrer comment j'aime être touchée. Enfin bref. Mais du coup, voilà, il m'a fait plus ou moins comprendre, ça fait longtemps, hein, ça fait 10 ans, mais comment il fallait que je fasse. Ouais, mais ça, tu vois, de comment... je trouve qu'il y a une psy qui s'appelle Margot Fritz-Frigliozza. Je crois que en gros, c'est son nom à peu près. On mettra dans les notes du podcast. Elle expliquait qu'il y avait parfois il n'y a pas de manière de faire, juste se dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Exactement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'était un truc très pas déconstruit de sa part en mode non, c'est comme ça qu'on fait dans le porno, c'est comme ça qu'il faut faire. Il s'agirait de pas faire différemment, quoi. Et en plus sans exprimer ses envies, parce que évidemment on peut avoir une envie dont on a envie d'être touché et tout, mais il y a un truc de manière de le dire ah j'aurais peut-être plus envie de ça et tout, et de pas mais qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Oui, t'as vraiment pas compris la vie, quoi. Et ça, c'est ce truc aussi, ce leurre dans le fait que moi, j'ai pas regardé du porno, mais en fait, lui en avait regardé. Et en fait, même si moi, je m'étais pas confrontée à, en fait, c'est comme ça qu'on suce, les autres, ils avaient cette représentation-là et qu'on aurait pu aussi réinventer notre manière de faire des fellations ou en discuter ou bref, on aurait pu faire plein d'autres trucs mieux que ce qui a été fait, quoi. Clairement, moi, mes premières fellations, je pense, reproduit des trucs que j'avais vus dans le porno et en fait, c'était pas non plus le plus efficace. Enfin, vraiment, ça a été assez clair que c'était pas la bonne manière non plus de faire. Enfin, il y a d'autres choses à faire que juste de faire des allées et venues le plus vite possible. Enfin, c'est clair, mais c'est toutes ces injonctions et tout ce truc, on y revient du fait que, pour le coup, moi, j'avais pas mal de cours sur la sexualité au collège et au lycée. Je trouve que par rapport à plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans ces âges-là, je sais pas, en colo, ou qui n'avaient pas été dans mes écoles, j'étais beaucoup plus informée sur la contraception, le consentement, voilà, des choses comme ça. Mais par contre, sur toute cette éducation à la vie sexuelle et affective, et c'est tout ce truc, exprimer ses envies et tout, je l'avais pas du tout. Et du coup, ça m'a mis dans une position où j'avais la honte. Et en plus, je me disais, lui, c'est le sachant qui sait comment faire, parce qu'en plus, il avait 4 ans de plus que moi. Et du coup, moi, je suis celle qui apprend et qui doit me conformer à la manière dont lui sait, parce que lui sait, il n'y a qu'une manière de faire des pipes, lui le sait, moi je le sais pas, donc voilà, je vais le faire de cette manière-là. Après, c'était par ailleurs quelque chose que j'appréciais aussi, mais dans toute la construction mentale de se dire, lui sait, moi je sais pas, il n'y a qu'une manière de faire, je n'ai pas les règles du jeu, lui a les règles du jeu, du coup, il me les apprend, je suis là, mais... Et qu'en plus, j'ai la honte de pas avoir réussi à faire de la bonne manière, clairement, c'est tout ce décalage entre ma vision de la sexualité idéale qui est innée et où il y a une manière de faire et où les règles du jeu que certains les savent et d'autres les savent pas. Et que moi, apparemment, on m'avait pas raconté les règles du jeu, quoi. Du coup, on revient à l'épisode sur le jeu. Au final, du coup, t'étais pas sécure dans l'apprentissage du jeu, donc forcément, c'est hyper inconfortable. C'est clair. Et de tout ce truc, parler avant et tout. Évidemment, on n'avait jamais parlé de sexualité avant de faire la première fois, quoi. Enfin, avant de faire en plus ma première fois, qui n'était pas sa première fois à lui. Et ce qui met aussi dans une position un peu de décalage où j'étais vraiment en mode, OK, apprends-moi comment faire. Mais c'est aussi difficile, je trouve, pour être dans la position des fois inverse, où t'es là en mode j'aimerais bien être touchée de cette manière-là ou quoi. Il y a aussi beaucoup de honte à exprimer. C'est pour ça aussi que je pense qu'on a tendance à pas trop poser les mots sur comment on voudrait que les choses elles soient faites, parce que c'est un peu la honte de dire ah non mais en fait c'est pas bien ce que tu fais. Oui, t'as peur de gêner. Mais c'est ça, c'est qu'il y a les deux. Il y a une manière dont il a envie peut-être qu'on lui fasse il avait envie qu'on lui fasse une fellation. Il y a ce truc d'exprimer l'envie plutôt que d'être dans un truc mais c'était lui aussi. Il avait, je pense, pas eu cet apprentissage à la sexualité, à exprimer ses envies et tout. Et évidemment, c'est des choses que je ferais complètement différemment aujourd'hui. Et je trouve que c'est un problème d'éducation générale plutôt que de nos deux personnes où c'était par ailleurs quelqu'un de sympathique avec qui ça s'est bien passé. Enfin voilà, où il s'est pas passé des trucs terribles ou quoi dans notre sexualité ou ailleurs. Donc voilà, sur la première fois et la honte et tout, je sais pas si par ailleurs vous avez des choses à en dire. Mais ça vous est jamais arrivé que quelqu'un fasse un truc qui vous a surpris ou t'es là, pourquoi il fait ça ou ça n'existe pas de faire ça. Finalement, ça se passe. Enfin, des fois on est juste, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça.
j'ai jamais vu ça nulle part. Et puis finalement, c'est sympa. Alors pour moi, pour le coup, lui, la première fois qu'on s'est rencontrés en boîte dans ce qui a été avant la plus grande boîte de France. Wouhou, avec 2 salles, bref. Et du coup, en plus, je me sentais vraiment une salope pour le coup ce soir-là parce que j'avais pécho 2 mecs. Et là, vraiment, genre les gens m'en reparlaient dans le bus et j'étais là, oula, j'ai pécho 2 mecs la même soirée. Waouh, qui suis-je, quoi. Bref, ma vision des choses a bien changé. Et du coup, lui, c'était le 2e gars, je pense, que je péchotais. Et au début, bon, il y avait un truc où, je sais pas, en fait, il a fait un move. Bon, pareil, maintenant, je trouvais ça pas très safe, mais j'étais pas sûre de vouloir le pécho, mais peut-être parce que j'avais déjà pécho un mec et que du coup, fallait pas abuser dans mon idée. Et du coup, il m'a léché l'oreille. Ce qui semble absurde, ce qui aussi est très peu safe dans « tu veux pas que je te pécho, du coup je vais te lécher l'oreille », t'es là en mode à quel moment c'est... Mais en fait la vérité c'est que j'ai un fétiche de l'oreille et qu'en fait c'était hyper agréable. Il l'a vu dans ton esprit, il était en mode elle a un fétiche de l'oreille. Mais tu savais pas que t'avais un fétiche de l'oreille. Non, c'est vraiment, il l'a fait et au final ça m'a plu, mais vraiment pareil, que des trucs unsafe de début de vie sexuelle ou le consentement, tout ça et tout, et heureusement qu'en fait c'était quelque chose qui m'a plu et tout, parce que c'était vraiment un risque où à tout moment j'étais là en mode... Mais en fait, j'étais là, mais c'est super d'avoir son oreille léchée. Mais j'étais vraiment, mais qui est ce mec ? Et après, c'était bizarre parce que je pense que lui aussi vivait pas sa sexualité exactement comme il en avait envie, parce que au final, notre sexualité était hyper, oui, c'est ça, hyper classique. Alors qu'il a commencé par me lécher l'oreille. Tu te dis, on aurait pu aller dans tellement de chemins différents qu'on va faire un truc un peu porno et un peu en mode sucer, pénétration, voilà. Enfin bref, voilà. Et vous, est-ce que vous avez eu des choses où vous avez été vraiment surpris par ce que quelqu'un fait ? Est-ce que toi, Xan, t'es jamais surpris ? Non, jamais surpris, moi. Pas rien. Y'a jamais quelqu'un qui t'a fait un truc où tu t'es dit, je savais pas que... Non ? Jamais ? Non, jamais. T'avais tout vu avant. Peut-être pas tout vu, tu sais. Je suis pas une encyclopédie du sexe non plus, mais... Mais c'est un peu une encyclopédie du BDSM. Et c'est vrai que dans ta pratique du BDSM, t'as aussi un spectre très large de ce que tu aimes bien et aimes bien faire. Quoi. Oui. Mais c'est ce que j'ai pratiqué au fil des années aussi. Ouais. Et toi, Lovla ? Je sais pas, moi, il y a eu une fois où j'ai été surprise de ce que faisait mon partenaire et j'étais là... Qu'est-ce qui se passe ? Et en même temps, c'était assez ouf, donc j'étais là en mode « Ah, ok. Ouais, Quelqu'un a pris les renseignements. » Et tu nous raconteras pas ce que c'est ? C'est un rapport au CUNY, je peux pas vraiment dire qu'est-ce qui se passe. C'est une technique, c'est une technique, une nouvelle technique. Il a versé du champagne. Non, alors vraiment tous les trucs à partir de nourriture sur les parties intimes, je trouve ça vraiment... En fait, j'ai essayé et j'étais là en mode « Je vois pas trop l'intérêt. » Moi, ça me, même quand c'est toi qui as le goût, c'est plutôt pour la personne qui a le goût dans la bouche que ça peut être. Ouais, je sais pas, ouais, pas convaincue. J'ai essayé le truc des glaçons, j'étais là en mode ah ouais, parce que c'était vraiment, tu sais, le fameux truc de faire une fellation avec des glaçons. Je sais pas pourquoi, il y a une époque où tout le monde faisait ça, non ? On entendait beaucoup parler. Il y a eu un hors-série cosmopolitain. Ouais, c'est ça. Et du coup, spice up ta vie sexuelle. Ouais, c'est ça, genre essaye des nouvelles sensations, ouais. Et franchement, c'était assez. Moi, j'étais là en mode c'est rigolo, non ? Et non, le partenaire était là. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Bon, après, il faut tester. Hein. Moi, j'ai testé le chocolat il n'y a pas très longtemps. Et j'étais là, ok, c'est sympa. Mais il paraît, là, j'ai entendu quelqu'un dire sur la masturbation que c'était trop bien de lier manger des trucs ou boire des trucs super stylés et se masturber en mode faire plusieurs expériences de sensitives ensemble, quoi. Okay. Mais j'ai un peu la flemme quand je me masturbe d'être là en mode alors, je vais manger ce petit morceau. Enfin, ça devient vraiment tout un scénario. Bon, c'est bien hein, dans l'auto-érotisme et l'autosexualité de vraiment se créer un moment. Je t'imagine trop avec les fraises. Enfin, je sais pas, les fraises, il y a toujours ce truc un peu érotique et tout. Genre, tu te manges des fraises comme ça et puis après tu te touches et je sais pas. Enfin, pour moi, on dirait un scénario de film porno. Tu mets de la meuf se masturbe et des bougies. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, est-ce que c'est pas la sexualité qu'on a envie de vivre avec nous-mêmes, tu vois ? Non, mais clairement. Enfin, je dis pas qu'il le faut. Aucun. Et après, tu peux faire un OnlyFans. Parce que vous m'avez appris ce que c'est OnlyFans. Ah oui. Ouais. Si ce podcast ne nous donne pas d'argent pendant un certain moment, c'est une solution qui est toujours exploitable. Retrouvez-nous. Non, ne nous retrouvez pas sur OnlyFans. Puisqu'on parle de masturbation, est-ce que j'enchaînerai pas sur... oui, avec plaisir, Lovla. Sur ma chronique. Il y a une étude qui dit que... Il y a une étude qui dit que... Il y a une étude qui dit que...
Du coup, moi, je vais parler de la honte dans la sexualité féminine parce que donc j'ai fait plein de petites recherches. J'ai tapé plusieurs fois sur Google honte, sexualité, plein de mots-clés. Et en fait, ce qui ressortait beaucoup, c'était vraiment la honte de la sexualité féminine. Il n'y avait pas de chiffres sur la sexualité masculine et la honte. Enfin, il y en a beaucoup moins. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est 67% des hommes qui souffrent de dysfonction sexuelle ne consultent pas. Donc c'est quand même énorme comme chiffre et je pense que ça, c'est vraiment lié aussi à la santé mentale et la façon dont les hommes prennent en charge leur santé mentale et physique parce que, en fait, évidemment, la dysfonction sexuelle, c'est quand même ça peut être vraiment une honte et du coup on a du mal à consulter mais il y a beaucoup de problématiques physiques qui peuvent être liées à ça, donc en fait il suffit de consulter pour régler ce problème-là. Mais ce qui est intéressant sur la honte et du coup la sexualité féminine, c'est qu'il y a beaucoup dans l'histoire la sexualité féminine est vraiment très liée à la honte parce qu'on ne doit pas avoir de plaisir, on doit vraiment avoir une sexualité qui doit être que reproductive. Enfin, c'est vraiment toute l'histoire de la sexualité, c'est un peu ça pour les femmes. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que même pour la sexualité personnelle, enfin vraiment masturbatoire, il y a des chiffres autour de la honte. Et par exemple, il y a une étude qui montre que en France, 25% des femmes trouvent que se masturber est honteux, quoi. Et en Suisse, c'est 31,4%. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème chez les Suisses pour que ce soit plus... Enfin, est-ce qu'il y a un truc culturel pour que ce soit encore plus important chez les Suisses ? Les Suisses sont très conservateurs dans leur vision du couple et de la sexualité. Je l'avais vu sur un truc plutôt relationnel, je coupe, mais sur comment le télétravail c'est ma mère qui m'a envoyé cet article, comment la généralisation du télétravail avec la crise, est-ce que ça avait eu un impact sur la répartition des tâches ménagères dans le couple ? Et ils ont analysé la Suisse, la France et la Suède. Et la Suisse, ça avait vraiment eu aucun impact. La France, un peu, et la Suède, beaucoup, tu vois. Et en fait, ils disaient dans l'article du Monde, je le mettrai en note du podcast, mais il n'est pas accessible. Enfin, voilà, il faut être abonné au Monde, ou que quelqu'un abonné au Monde vous l'offre, parce que maintenant, c'est possible, bref. Que du coup, la Suisse était assez conservatrice sur ses visions, en tout cas du couple, et j'imagine peut-être aussi par extension de la sexualité, même si je ne peux pas l'affirmer avec précision. C'est intéressant. Et il y a du coup 35% des personnes interrogées qui trouvent que c'est plus acceptable pour les hommes de parler de masturbation, enfin d'avoir une pratique masturbatoire que pour les femmes. Ce que je trouve vraiment symbolique de la société dans laquelle on vit, où vraiment les femmes ne doivent pas avoir de sexualité, même avec elles-mêmes, mais les hommes, c'est OK. Et il y a aussi 45% des femmes qui n'auraient jamais dit à leur partenaire qu'elles se caressent. Et ça, je trouve ça fou parce qu'en fait, du coup, c'est ton partenaire, il doit un peu l'imaginer en tout cas. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve intéressant. C'est est-ce que on parle ou pas avec nos partenaires de la sexualité qu'on a avec nous-mêmes ? Et donc ça, c'est assez rigolo, c'est que il y a un écart générationnel. C'est plus facile pour les 18-24 ans. Il y a 65% des 18-24 ans qui en ont déjà parlé à leur partenaire. Et pour les plus de 60 ans, il n'y en a que 38%. Donc vraiment, les 45, c'est la moyenne. Et donc, on va dire que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que les 18-24 ans, ils n'ont pas peur de parler d'onanisme avec leur partenaire. Et du coup, je me demandais, vous, est-ce que vous avez déjà parlé de masturbation avec vos partenaires ? Moi, non. Pas vraiment. Parce qu'on t'a pas posé la question ou parce que... Parce qu'on m'a pas posé la question et je vois pas l'intérêt d'en parler, en fait. Tu le fais quand on a besoin et puis c'est tout. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un terrain de créativité aussi. Moi, j'en parle tout le temps à mes partenaires, pour le coup. Mais parce que ma pratique masturbatoire, je regarde presque jamais de pornographie encore aujourd'hui. Et du coup, je m'imagine des scénarios dans ma tête et du coup, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que je finis par avoir un orgasme. Et je trouve que c'est un super terrain à fantasme, en fait. Et que ce que j'adore, c'est me dire qu'est-ce qui me fait avoir un orgasme. Je me dis, exactement, telle position, telle configuration, tel acte et tout. Là, ça me fait kiffer. Et quand ça devient en plus récurrent, je suis là, OK, là, j'ai vraiment un fantasme qui est récurrent. Et après, que je le vive ou pas dans ma vie sexuelle,
exactement comme il est dans ma tête. Des fois, c'est pas exactement possible, quoi. Ce qui est cool avec sa tête, c'est que ça dépasse les limites du réel en termes de, voilà, bref, composition, éléments, etc. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'en discuter. J'en discute souvent avec des partenaires de dire « Ah, j'ai eu un orgasme avec ça ». Et où je pense que ça me donne bien envie de tenter tel truc ou que je vois bien que ce fantasme ou cette envie, elle est récurrente. Et du coup, je trouve que ça me permet de apporter des choses à ma sexualité avec des partenaires. Enfin, en tout cas, ça m'apporte quelque chose dans connaître mes envies, quoi. Et du coup, les partager. Moi, justement, c'est un peu l'inverse, tu vois. C'est plutôt, j'ai ma sexualité avec ma partenaire, et ça, c'est mon moment avec moi, tu vois. Ouais. C'est mon moment personnel que je garde pour moi. Mais il y a aussi, du coup, je trouve, on en avait déjà parlé, Aurore aussi, c'est toute la question de à quoi on pense ou qu'est-ce qu'on regarde pour se masturber. Parce que si, par exemple, on regarde la pornographie, il y a un peu un apport extérieur, même si après, on peut chercher des trucs qu'on aime plus ou moins. Il y a des gens qui pensent à rien en se masturbant. Du coup, c'est pas exactement pareil de l'un à l'autre. Et penser à rien, ça me paraît un peu difficile quand même. Ouais. Après, si t'es vraiment concentré sur les sensations, peut-être que tu penses juste à... J'essaye de développer ça parce que j'en ai pas encore. Je pense que j'en parlerai dans un épisode après, mais j'en ai parlé hier. On en a discuté que j'ai mis très longtemps à avoir un orgasme avec un partenaire, alors que j'ai des orgasmes seule tout le temps. Et oui, ça fait que 6 mois ou un truc comme ça que j'ai eu mon premier orgasme avec un partenaire. Et j'ai l'impression qu'un des trucs parmi plein qui a empêché, ou en tout cas rendu difficile d'avoir un orgasme avec un partenaire, c'est que je suis tellement dans ma tête quand j'ai mes propres orgasmes, ma sexualité avec moi-même est tellement cérébrale que quand je suis avec quelqu'un, c'est difficile des fois, vu que moi, ce qui marche pour avoir un orgasme, c'est m'imaginer des scénarios érotiques. Quand je suis avec la personne, je suis là, est-ce que je m'imagine en plus un scénario érotique ? Enfin, c'est comment je fais coïncider ce qui se passe vraiment dans la réalité et le fait que moi, ce qui aide à me donner un orgasme, c'est des scénarios érotiques, quoi. Et s'il réalise un scénario érotique que tu as pu avoir, c'est pareil, Ça aide, mais j'ai l'impression que je dois repasser quand même dans le discours et dans ma tête, quoi. Ouais. Donc, ce que j'essaye en ce moment, c'est d'essayer de me donner des orgasmes plus, du coup, en me concentrant sur mes sensations pour essayer d'améliorer, en gros, enfin, de progresser dans ce truc de moins avoir besoin tout le temps de scénarios érotiques et être plutôt dans les sensations de mon corps et tout ce qui est plus accessible dans une sexualité avec quelqu'un que... Après, il n'y a pas de problème à se créer des scénarios... Enfin, tout est permis et tout est possible dans la sexualité tant que tout le monde est content avec ça. Je peux très bien m'imaginer autre chose dans ma tête si ça va à tout le monde. Enfin bref, ou à un moment donné de la sexualité pour avoir un orgasme, mais voilà. Mais moi, la sexualité seule, c'est vraiment ça permet vraiment de tester des choses où je pense qu'il y a des choses que j'ai découvertes seule. J'aurais eu du mal à le découvrir avec quelqu'un parce que, je sais pas, il y a des trucs où tu sais que... Des fois, tu passes du temps à essayer un truc et finalement, ça donne quelque chose. Et je pense qu'avec quelqu'un, j'aurais pas dit si, continue pendant 10 minutes. Donc, ça permet d'explorer des choses seules, des trucs sur lesquels t'es pas à 100% sûr, ou je sais pas, ça te gêne un peu, ou alors, je sais pas, juste tu testes. T'es vraiment concentré sur tes sensations à toi. Et t'as pas est-ce que l'autre, ça lui plaît aussi ? C'est vraiment ton truc à toi. Donc après, ça profite à la sexualité avec l'autre parce que ça, tu sais que ça peut... Enfin, ça va être agréable ou ça permet d'explorer. Mais je suis d'accord, mais ce qui pour moi est ça aussi un schéma de honte, en tout cas ça l'est dans ma sexualité, de m'être aussi dit avec mes partenaires, bon ça va, on va pas passer 10 minutes à essayer de me donner un orgasme, quoi. Alors qu'à l'inverse, si moi je fais une fellation, enfin j'ai l'impression que si je fais à l'inverse, je vais beaucoup, mais ça c'est dans toutes mes relations humaines, ce truc de honte d'être là en mode non mais je vais pas déranger l'autre, alors qu'à l'inverse si moi je fais un truc qui fait plaisir à l'autre, je suis là évidemment, en fait, le faire pendant 3 heures. C'est cool de le faire, bon on peut peut-être pas faire c'est dur physiquement de faire une fellation pendant 3 heures, mais oui c'est bizarre et j'essaye aussi de sortir de ce truc de en fait si ça va, enfin on peut passer 10 minutes à me donner un orgasme, quoi, c'est pas délirant, quoi. C'est plutôt la question de j'aurais dit stop parce que oh bah non ça va rien donner là. Alors que seul tu dis bon oui j'ai le temps. Donc là après tu dis ah si tu continues pendant des minutes ça va donner quelque chose. Donc non, c'est un moyen de tester des trucs. Ouais. Et toi Lovelar?
Ah oui, tu sais même plus la question. Oui. Mais c'était sur la parle pratique de- masturbatoire. Bon, on parlait plutôt de honte, mais c'est Est-ce vrai que tu qu'on a- parles Est-ce que est-ce que t'en parles avec un partenaire? C'était ça ta propre c'était question. ça ma propre question. C'est marrant, on a eu une conversation d'ailleurs avec mon copain et une pote. On était tous les trois et on parlait de masturbation. Et je pense que on en a déjà parlé en mode comment on vit notre pratique masturbatoire. Et moi, je trouve ça assez normal d'en parler à son partenaire dans la mesure où, même si c'est un truc intime comme tu le dis, Xan, qu'avec toi-même, tu peux juste dire ah oui bah ouais. Enfin, t'es pas obligé de dire alors je l'ai fait tel jour. Au fait, t'es parti faire les courses. Et ben je me suis masturbée. Non, enfin c'est pas ça, mais plus en mode dans un truc absolu, en mode ah oui bah moi ça m'arrive de le faire quand j'en ai envie. Et puis moi en l'occurrence, ce que j'ai dit c'est que quand j'ai des problèmes de sommeil, ce qui m'arrive assez fréquemment en ce moment, je suis un peu en mode genre il faut que je lâche prise, j'ai un problème d'endormissement. Donc du coup il faut que je lâche prise et le seul moyen de lâcher prise des fois c'est juste je vais me donner un petit orgasme et hop c'est terminé, on va pouvoir aller dormir. Ça marche très bien, hein. C'est un bon truc sur le stress aussi et tout. Les endorphines. Enfin, ça peut l'être. Et du coup je lui en ai parlé parce que j'étais un peu en mode je suis désolée parce que en fait tu dors à côté c'est vraiment abusé. Et je voulais être sûre que ce soit ok quoi. Parce que ça c'est une autre question. C'est vrai que la question de la pratique masturbatoire quand on dort ensemble avec l'autre, c'est aussi un enjeu de respecter le consentement de l'autre aussi, de est-ce que j'ai le droit d'avoir ma propre sexualité à côté de toi. C'est vrai que c'est une question. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en a parlé notamment. Et du coup, pour revenir aux chiffres, juste il y a un autre chiffre que je trouve intéressant. 52% des Françaises disent se masturber et 20% des femmes l'ont dit à des amis. Et ça me fait penser à quand moi j'étais au lycée, j'avais une petite soirée, on était avec quelques copines et mon meilleur pote de l'époque qui était gay. Et d'ailleurs, ça n'a aucun rapport, mais il disait que lui, on parlait plus librement du fait que comme il était gay, on était là en mode il n'y avait pas de rapport de séduction créé en mode je vais parler de masturbation. Voilà, en fait, c'était plus simple d'avoir la parole libérée pour cette raison. Et en fait, on parlait de masturbation et avec du coup mon pote, on disait on le fait, enfin voilà. Et nos potes meufs il y en avait une, elle disait j'ai jamais fait ça de ma vie. Et moi, je suis en mode tu mens en fait. Mais tu mens. Enfin, genre, j'étais persuadée qu'elle mentait, alors que juste elle voulait pas en parler. Mais en fait, vu le chiffre 52%, je me dis en fait c'est quand même quasiment la moitié des Françaises qui le font pas. Et du coup, moi ça me questionne. Je me dis oui, enfin on peut ne pas avoir d'attrait pour se toucher soi-même et tout ça, mais est-ce que du coup c'est pas justement lié à la honte en fait? Je pense qu'il y a peut-être ce truc juste de pas savoir que c'est possible de le faire parce qu'il y a tellement de représentations d'hommes qui se masturbent dans la culture. Bon, c'est jamais forcément vu comme quelque chose de très glorieux, mais il y a Blanche Gardin qui fait une blague sur ça, qui dit on connaît tous le geste pour. Non, c'est pas Blanche Gardin, c'est une Suisse justement, Marina Rollman. Oui, Marina Rollman. Pardon. On connaît tous le geste pour branler. Une Suissesse, pardon. Mais par contre, pour masturber ou pour caresser un clitoris, on sait pas comment. On sait pas comment on fait. Non, mais donc c'est peut-être juste ce truc de. Ouais, ça devient pas. Et puis s'il y a là, on peut mélanger, on peut faire des liens avec Émilie Nagoski là de Comme Azure qui parle de désir spontané et de désir réactif. Si t'es dans un désir réactif, en gros, t'as besoin d'être touché pour ressentir du plaisir et après avoir envie. Donc si t'es tout le temps dans un désir réactif, finalement, spontanément, tu vas pas dire j'ai vraiment envie de me masturber. Il faudrait se dire je sais que si je fais ça va finir par être. Et comme tu sais pas que ça va faire ça et que ça peut être agréable, tu le fais jamais. Oui, il y a des gens qui ont. Il y a aussi, elle parle aussi des freins et des. C'est quoi des accélérateurs sexuels. Et il y a des gens qui ont des grands accélérateurs, donc vite envie, comme moi, qui sont là en mode quand t'es en situation de stress, tu vas plutôt te toucher, des trucs comme ça. Et des gens qui ont des grands freins en mode il faut que je sois dans les bonnes conditions. Ou, voilà, c'est aussi en lien avec le désir réactif et tout. En fait, potentiellement, ça leur suffit. Ou c'est bien pour eux, potentiellement une sexualité par exemple de couple où quelqu'un active ce désir-là et du coup après ça leur donne envie et tout, et que eux avec eux-mêmes ils sont là, faut tellement de conditions pour que ça me semble vraiment désirable que ils le font pas. Mais franchement, ce truc de pas savoir, moi, tout le lycée, j'étais dans la même chambre que ma sœur, donc c'était difficile d'explorer
la masturbation. Et je pense qu'avant, j'ai toujours une pratique masturbatoire un peu sans faire exprès, mais genre de vraiment conscientiser, je vais essayer de me donner un orgasme et de comprendre que c'était possible, comment faire. Ça m'est pas arrivé avant le lycée. Après, j'avais pas trop la possibilité d'explorer parce que j'étais dans une chambre partagée et que ça créait des contraintes techniques dans un petit appartement. On était 5. Enfin voilà, ça n'aide pas à découvrir sa sexualité. Et même ce que j'essayais un peu, j'étais là, mais je comprends pas trop comment avoir un orgasme où ça va et tout. Et j'ai dû attendre toujours ce même premier copain et que lui, pour le coup, me touche pour me dire « Ah, ok, c'est comme ça que je peux me toucher moi-même. » Ça a dû venir de quelqu'un d'autre qui, en gros, m'apprenne que je pouvais prendre du plaisir avec mon propre corps et que si lui pouvait le faire, moi aussi, je pouvais le faire et que je pouvais arriver à l'orgasme. Et du coup, j'en suis pas sûre, mais je pense que j'ai pas eu d'orgasme avant mes 18 ans et avant que quelqu'un me touche et que je comprenne comment je pouvais me toucher moi-même, quoi. Ce qui est fou. Et du coup, potentiellement... Après, je pense qu'il y a plein de gens où c'est lié à la honte aussi. On commence quand même à se départir de cette idée et je trouve qu'on parle beaucoup plus de masturbation entre amis qu'on le faisait avant. Après, je pense que j'ai un biais parce que tout le monde me parle plus facilement de sexualité que peut-être avec d'autres personnes et je choisis peut-être mes amis. Puis ça dépend vraiment aussi du milieu dans lequel tu évolues. Je pense que nous, on évolue peut-être dans un milieu où la parole est assez libérée autour de la sexualité et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, quoi. Ouais, mais il y a tout un pan qui doivent ne pas en parler, et puis tout un pan qui doit avoir de la honte et trouver ça bizarre ou sale de se masturber. On sort pas encore de ces clichés complètement. Oui, et d'ailleurs, juste par rapport aux sexualités et à l'histoire autour des sexualités, je recommande le podcast Les sexualités de Culture 2000. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast. Pas du tout. C'est vraiment un podcast historique. C'est 4 personnes qui prennent un sujet et qui parlent vraiment de l'histoire de ce sujet. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Il y a genre les sous-marins, Ronald Reagan, et il y en a un sur les sexualités. Et du coup, ils expliquent vraiment d'où vient justement la honte de la sexualité féminine, etc. Et c'est hyper bien expliqué, genre les rapports de domination de l'Antiquité, le truc de genre au Moyen-Âge où en fait la sexualité ça doit devenir juste reproductif. Enfin voilà. Ok, on prend note. Et moi, j'avais écouté, ça c'est plus niche, mais un podcast, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui s'appelle Mauvaise foi et qui parle pour le coup de sexualité, enfin qui a quelques épisodes sur la sexualité, mais en lien avec l'Église chrétienne, et on voit tout, c'est pour le coup, mais vraiment de manière pure, ces trucs de honte et de la masturbation dans plein d'églises chrétiennes, c'est genre pas vu comme quelque chose d'accepté parce que c'est pas dans le cadre d'une sexualité de couple et parce que c'est pas reproductif, donc ça sert à rien. Il y a des églises qui sont là en mode tant que c'est dans le mariage vous avez le droit de prendre du plaisir, mais tout seul et hors mariage il s'agirait de pas en prendre, quoi. Donc quand tu te maries t'as le droit de te masturber. Peut-être même pas. T'as le droit de faire de la sexualité récréative peut-être avec ton partenaire, mais pas beaucoup plus, quoi. Parce que sinon ce serait vraiment très bizarre, genre du coup tu te maries et après, tu as le droit de te toucher toi-même. Enfin, genre. Avant ça, tu n'as pas accès à ton propre corps. Non, tu n'as pas accès à ton propre corps. Est-ce que tu avais encore des choses à ajouter sur tes chiffres ? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur ces chiffres de la masturbation ? Mais c'est vrai que c'est vraiment un peu la origin story aussi de la honte, quoi. Toutes ces histoires de masturbation, de se toucher, de voilà enfin, on en parlait aussi. De quelle réaction on a enfant quand un adulte peut-être nous voit se toucher, ou qu'on se dit est-ce qu'on a le droit et tout, et que c'est vraiment, je trouve, une des racines de la honte, ces enjeux de masturbation. Du coup, on va peut-être passer à la dernière partie, ta partie, Xan. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Ouais, alors moi du coup je vais m'éloigner un petit peu de la sexualité, je vais m'éloigner un petit peu de la honte qu'on peut ressentir personnellement. Moi je vais plutôt partir plus sur de la honte qu'on peut essayer de nous appliquer par rapport à des choix ou des préférences. Petit disclaimer avant que je commence ma partie, c'est que je vais commencer déjà à expliquer un petit peu des généralités avant de partir sur ce que moi je recherche personnellement. Donc ça va être vraiment des grosses généralités que je vais sortir. Donc je préfère le prévenir à l'avance. Du coup, moi, ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est par rapport en fait aux
nos préférences qu'on va avoir quand on va rechercher un partenaire. Et c'est quelque chose qui a apparu beaucoup avec les réseaux sociaux, avec donc ces dernières années. C'est la honte qu'on peut nous appliquer par rapport à certains critères qu'on peut avoir dans une recherche. C'est quelque chose qui s'applique beaucoup, surtout aux hommes. Donc, par exemple, tu peux entendre, pour quelqu'un qui va préférer une personne mince, tu vas entendre beaucoup le mot grossophobie. Pour une personne qui va aimer des personnes plus petites, elle va détester les personnes de grande taille. Si elle préfère une personne qui a eu peu de partenaires sexuels, ça va être du slut shaming. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui avec tout ce qui va être les MeToo, ce genre de choses, et c'est quelque chose. Les MeToo. Non mais c'est ça qui a beaucoup lancé quand même. Post MeToo en fait potentiellement, et c'est quelque chose qu'on entend à aujourd'hui vraiment énormément, parce que les critères de recherche générale masculine ont pas beaucoup évolué sur les 300-400 dernières années en fait. Je pense que tous les hommes recherchent toujours la même chose. Vraiment, je parle à titre général. Je peux pas dire tous les hommes, mais une grande majorité, ça n'a pas beaucoup évolué. Et c'est quoi pour toi les critères qui masculins généraux? Les critères masculins généraux, ça va être donc, on va aller chercher donc une personne qui soit, généralement, ça va être une personne un peu plus jeune que soi, qui n'a pas déjà des enfants. Ça va être une personne qui a eu peu ou voire aucun partenaire avant. On va rester dans les critères qu'on entendait il y a 60, 70 ans. On va rester dans ces mêmes types de critères. Il y en a peu, mais il y en a quand même, c'est 3-4 critères. Par contre, de l'autre côté, on entend beaucoup d'autres critères quand par exemple, vous ouvrez une application de rencontre, vous swipez un petit peu les profils féminins, vous allez avoir une liste. C'est une liste de critères. Il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il soit gentil, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il ait une situation. Je peux vous en faire 150, des comme ça. Mais par contre, c'est des critères qui sont bien vus, entre guillemets, par la société, parce que c'est le you go girl, tu peux avoir ce que tu veux, tu as ce que tu mérites. Par contre, inversement, un homme qui va avoir des critères peu mais sélectifs, ça va être très vite vu dans l'étymologie de la honte. On va l'entendre ouais, mais tu peux pas assurer qu'elle ait un enfant parce que t'es pauvre, ou ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qu'on entend. Vous ouvrez Twitter aujourd'hui, parce que mon Twitter c'est un petit peu la poubelle d'internet, mais vous allez vous tapez partenaire, choix, relation. Allez, les 20 premiers, ça va être des trucs dans ce genre-là. Que voilà, il a pas voulu me choisir parce que je faisais pas du 38. Donc du coup, c'est un grossophobe. Maintenant, il a des critères de sélection, comme la personne en face va avoir ses propres critères dans son choix. Mais après, je t'apprends rien en disant que les réseaux sociaux, on est tous dans des petits écosystèmes fermés et qu'on voit les choses dans notre écosystème. Moi, je pense que j'ai pas Twitter, mais si j'ouvre Twitter, je vais pas du tout avoir ça comme tweet. Il y a aussi un truc de tu vois certaines informations qui correspondent à ta façon de penser, les gens qui pensent comme toi et tout. Mais je pense que j'interroge mes potes, les gens n'ont pas du tout ces 4 critères. Enfin, je sais pas si on pourrait dire que c'est une généralité de mecs. La généralité de ce que tu vois dans ta consommation d'Internet, moi, je vais voir une généralité de gens qui sont véganes et gauchos et tout, et je vais me dire, ah, mais tout le monde est de gauche. Oui. Et puis, après, je pense aussi que la différence entre les hommes qui ont des critères et les femmes qui ont des critères, c'est que on vit dans une société patriarcale où on a nous, en tant que femmes, des critères en fait, toute la journée, on nous répète, c'est ce que disait Aurore, on nous répète que nos seins sont trop gros ou trop petits, que nos jupes sont trop courtes ou trop longues, etc. Et du coup, il y a un peu ce truc, je pense, qui fait que pour retourner un peu le stigmate, on est là en mode, oui, you go girl, et t'as bien le droit d'avoir ce que tu mérites. Et du coup, on a de plus en plus de mal à accepter qu'on nous impose des critères supplémentaires pour notre existence, parce que en fait c'est globalement notre schéma de vie depuis qu'on naît, et du coup c'est aussi ça, je pense, qui est un peu difficile à entendre quand en plus de ça t'as un partenaire potentiel qui te dit
Ah oui, mais en fait, t'as des enfants, c'est trop dur à gérer pour moi. T'es là en mode, désolé d'avoir eu une vie avant toi. Enfin, je pense que c'est un peu ça aussi qui est réactif dans la situation que tu dis, quoi. Ouais, mais dans l'autre sens, t'as aussi ce même type de critères. C'est généralement le mec doit faire plus d'1m80. Il doit avoir, il doit faire un peu de sport. Il doit pas être gros. Il doit travailler, avoir une situation pour pouvoir supporter la famille. Tu vois aussi ces critères de l'autre côté, et c'est des critères qu'on entend aussi tous les jours. Aussi de mon côté, mais c'est pas quelque chose qui va être mal vu en fait, d'avoir ce type de critères. Pour moi, ces critères, ils sont aussi, pour le coup, très patriarcaux. C'est voir la famille et le fait que l'homme doit subvenir aux besoins de la femme et de l'enfant, etc. Et que du coup, c'est aussi très culturel, ces critères. Et pour le coup, à titre personnel, avoir 50 000 critères et voir quelqu'un qui a 50 000 critères sur son profil, que ce soit une meuf ou un mec, ça va pas le plus me plaire. Et moi, je suis plutôt en train de chercher à, je sais pas, peut-être me dire, est-ce que c'est vraiment important que le mec soit plus grand que moi, tu vois ? Est-ce que c'est vraiment important qu'il gagne plus que moi, étant donné que moi, je gagne bien ma vie et que j'ai besoin de personne pour m'apporter une sécurité financière, quoi, les remettre en question. Après, c'est mes valeurs de quels sont les vrais critères, et est-ce que les vrais critères, c'est vraiment, il faut qu'il soit plus grand que moi, VS, il faut qu'il soit gentil et qu'on ait un socle de valeurs communes, quoi. Je sais pas. Enfin, il y a aussi un truc de. Mais après, chacun choisit. Ses critères comme il en a envie personnellement, mais quand même culturellement, ça dit des trucs de qu'est-ce qu'on attend de l'autre, qu'est-ce qu'on attend de l'homme, qu'est-ce qu'on attend de la femme, etc. Dans les deux sens, quoi. Après, il y a aussi des critères qui sont quand même encodés biologiquement. Par exemple, le critère de chercher un homme plus grand, plus fort, c'est ça pour amener la protection. Ça c'est quelque chose qui est encodé biologiquement depuis des milliers d'années. Tu vas chercher la personne. Si un jour t'es dans la rue, t'es agressé, tu vas pas chercher le petit mec comme ça qui va faire 1m20 et qui va pas savoir te protéger. Tu vas aller chercher le mec fort qui va pouvoir te protéger. C'est quand même des choses qui restent encodées entre guillemets génétiquement. Pareil de l'autre côté, tu vas chercher quelqu'un qui va comment dire ça de façon pas trop moche, mais tu vas aller chercher une femme qui va avoir avoir moins de partenaires. Ça a un côté biologique aussi, c'est le côté reproductif. Tu veux être sûr que si tu as un enfant, ça va être le tien. Oui, enfin pour moi, c'est plutôt encodé culturellement que biologiquement, et je pense que c'est des choses qu'on peut remettre en question. On peut remettre en question le fait de vouloir un mec fort et qui nous apporte de la sécurité et se dire peut-être je suis capable de me l'apporter. Et cette histoire des partenaires, peut-être que pour moi, c'était potentiellement une question quand il n'y avait pas de moyens de contraception et qu'on ne pouvait pas un peu contrôler ça. Moi qui là ai des moyens de contraception et qui n'ai pas de désir d'enfant, par exemple, maintenant, je vois pas comment je vais me retrouver dans une situation où je suis là, oula, je ne peux absolument pas avorter et je ne sais pas qui est le père et que ça va me mettre dans des grandes difficultés. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi, pour le coup, des choses qui changent avec la technologie, le fait qu'on ait plus de moyens de contraception, le fait qu'on soit plus informé, même s'il y a encore plein de choses à faire dans l'information, notamment contraceptive. Et du coup, puis après, il y a une histoire de temporalité. Si tu cherches une copine avec qui faire des enfants, que vous vous mettez en couple, que vous attendez 1 an, que nanani, enfin, au bout d'un moment, je veux dire, ça donne des petites gageures que ce sera ton. Et en plus, t'es même pas sûr, en fait. C'est juste, en fait, on n'est jamais sûr que c'est l'enfant de la personne avant de faire un test de paternité, j'en sais rien. Ça, tu peux quand même te l'éviter. Si tu sais que c'est une personne qui va pas qui par exemple, imaginons c'était son premier partenaire, que la personne elle a vraiment eu que toi, tu sais qu'elle va pas aller à gauche à droite. Moi je pense que au contraire. Ouais, grave. Elle va découvrir la sexualité, elle est là en mode mais c'est super elle la stylé découvre ce en fait truc. avec ça, toi, tu vois. Moi je pense que ça c'est une construction parce que pour le coup c'est pas parce que t'as eu qu'un seul partenaire que tu vas pas. Au contraire, tu vois, genre tu te dis en je fait, dirais pas au contraire. Je pense pas que ce soit. Non, enfin, en Les plus, deux il n'y a sont pas possibles, de règles oui. ou quoi que ce soit, mais c'est juste que, pour le coup, je pense que c'est une construction de penser que parce que la personne a eu qu'un seul partenaire, elle va rester avec toi. Rester fidèle et en plus, est-ce que j'aurais envie de ça ? J'ai envie que la personne, elle me choisisse en sachant tout ce qui existe, pas en sachant tout ce qui existe par ailleurs, mais il y a un truc de se dire, pas parce qu'elle n'a connu que moi et qu'elle est là en mode, ça crée quasi un truc de dépendance où t'es là en mode, je n'ai connu que toi, du coup. Mais ça, je pense que penser comme ça, c'est juste voir derrière. C'est interpréter le fait d'avoir eu qu'un, 2 partenaires. Ça veut dire qu'elle n'a pas exploré, qu'elle a posé. Peut-être que la sexualité, ce qui l'intéresse dans la sexualité, c'est ce lien à une personne en particulier. Et ça peut être aussi plein d'autres
plein d'autres scénarios derrière j'ai eu qu'un ou deux partenaires. Et Oui, comme j'ai eu plein de partenaires. 35 Ouais. partenaires le mois dernier, il y a plein de... Oui. Enfin, peut-être pas Non, autant mais pour de... moi, la question, Non, mais c'est plutôt plein de scénarios potentiellement derrière. tes valeurs, tes envies derrière. Genre, en mode, ce que je recherche dans la sexualité, c'est un partenaire stable. Je suis pas intéressée par le fait de multiplier les expériences et tout. Mais c'est pas juste ne pas avoir eu de partenaire, parce que potentiellement, tu peux ne pas avoir eu de partenaire parce que tu as été empêché dans ta sexualité, parce que tu as pas réussi à trouver, et que c'est pas parce que tu as qu'un seul partenaire que tu vas pas après le tromper. Enfin, de toute manière, tout est des illusions Enfin, il y a des illusions de contrôle aussi. En fait, on ne sait pas ce que la personne va faire comme choix, comment elle va évoluer, comment le fait d'être avec quelqu'un pendant 1, 2, 3 ans, de découvrir sa sexualité, où ça va l'amener. Enfin, on n'a aucune certitude sur le futur, quoi, quelle que soit la relation dans laquelle on se met. Je pense que je pense que c'est pareil. Il y a des clichés derrière ce truc de c'est quelqu'un qui a eu peu de partenaires. Je pense que juste de cette phrase-là, t'en tires pas grand-chose. Il faut aller plus loin que derrière cette case cochée ou non cochée. Du nombre de partenaires, c'est clair. Il y a plein. C'est ça, c'est ses valeurs communes aussi. Est-ce que la personne veut faire famille? Quelles sont ses envies? Enfin. Mais après, pour revenir sur ces... Je sais qu'il y a des études, plein d'études à la noix du genre... c'est vrai que les hommes aux yeux bleus ont tendance à chercher des partenaires qui ont les yeux bleus parce qu'on pense qu'inconsciemment, il y a ce truc de perpétuer ce gène des yeux bleus. Ou alors, cette histoire de ratio taille-hanche. Apparemment, les hommes seraient plus attirés par des femmes qui ont un ratio taille-hanche très particulier. Ça change après culturellement chez... En pays d'Afrique, c'est ce ratio idéal est pas le même. Enfin, il y a plein d'études sur ces trucs-là. Après, la question, c'est dans la vraie vie, à quel point c'est vraiment, ça joue vraiment dans les relations entre les gens, à quel point vraiment cette attirance ou ce critère va vraiment avoir de l'importance dans ce qui va se passer dans la vie des gens. C'est comme, je sais pas, la taille 38, c'est... En plus, même une taille 38, tu peux faire 1m50 et faire un 38, ça n'a rien à voir d'une fille qui fait 1m80 et qui fait un 38. Donc, moi, je pense que le problème des critères, c'est que tu loupes plein de trucs en ayant des critères très figés. Qu'on pense être larges, mais en fait, même drôle, je sais pas. Ah ouais. Mais moi, ça me saoule. Quelqu'un dit je cherche quelqu'un de drôle en profil, je suis là. Tu sais, genre, c'est toujours la même chose. Genre, en plus, les gens veulent tous des gens drôles. T'es là en mode, oui, d'accord, tu sais, quasi, ça sert à rien de le dire. Enfin, le plus important pour moi, c'est qu'il soit drôle. Enfin, très bien, en fait, si c'est le cas. Oui, mais moi, par exemple, c'est pas du tout mon cas, quoi. Oui, puis en plus, il y a plein de formes d'humour, en fait. Enfin, ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, tu dirais que t'as honte d'avoir des critères? Peut-être que vu qu'on t'a blâmé pendant 10 minutes. Non, moi, j'ai pas honte d'avoir mes propres critères. Moi, mes critères, ils sont assez simples. Alors déjà, une personne qui a déjà des enfants, pour moi, c'est non. C'est clair, c'est rédhibitoire. Parce que, par exemple, imaginons, je sors avec la personne, au bout de 3 ans, on s'est marié, on divorce, j'ai aucun droit sur l'enfant. Je me serais attaché à l'enfant, j'aurais aucun droit sur l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est non. Si j'ai des enfants, ce sera les miens, pas ceux d'un autre. Ça, du coup, c'est déjà un critère rédhibitoire. Le deuxième critère que je vais avoir, ça va être, on en a déjà parlé justement sur le nombre de partenaires. Si quelqu'un, c'est ce que je disais tout à l'heure, si quelqu'un me parle de, je fais la meilleure pipe du monde. Ça, c'est par un nombre de partenaires. C'est vrai, tu peux l'avoir fait avec un partenaire sur 10 ans, tu as perfectionné ta méthode. Tu vas plus facilement en parler quand tu as beaucoup de partenaires, tu as l'habitude de parler de sexualité, de ce genre de choses. C'est faux. J'ai tellement parlé de sexualité pendant tous les 7 ans de mon second couple, alors que j'avais eu j'avais eu 2 partenaires et je parlais de sexualité à qui veut, alors que j'étais vraiment dans un schéma relationnel exclusif. Très figé, après, moi, j'aurais une préférence de quelqu'un qui va être réservé, qui va avoir moins de partenaires et je vais apprendre avec la personne que quelqu'un qui va me dire, voilà, j'arrive, j'ai le package complet, je sais déjà tout faire. Mais après, toi, pour le coup, t'as eu plein de partenaires. Bah oui, c'est ça, ça m'intrigue. Mais pourquoi quelqu'un pourrait pas avoir la même démarche que toi, se dire, j'ai eu mais maintenant j'ai envie ça et maintenant j'ai envie d'autre chose. C'est une préférence personnelle. Ouais. C'est que t'as envie d'apprendre à l'autre. Il y a ce côté-là, apprendre à l'autre et apprendre avec l'autre, en fait. Mais on apprend toujours avec l'autre. Parce que toi aussi, tu as eu plein de partenaires et tu dis quand même que tu vas apprendre avec la nouvelle personne, quoi. Oui. Oui et non. Je ne saurais pas l'exprimer. Je ne saurais pas l'exprimer, en fait, comment dans ma tête ça se configure, en fait, là-dessus. Mais ouais.
C'est un ressenti, quoi. Ouais, c'est un ressenti, majoritairement. Après, plein de partenaires, c'est aussi très différent la vision qu'on a de plein de partenaires d'une Ouais, personne à l'autre. justement, c'est ce qu'on Et en avait toi, parlé. on en Moi, avait parlé, c'était. t'étais là en mode 50, j'étais là en mode bof. Ouais, voilà. Non, mais si on commence à dépasser les 3 chiffres, ça commence à faire beaucoup. Tu Ouais, bah, tu vois, c'est déjà une vision. Tu vois, quand Ouais, on non, t'entend mais j'ai une dire vision avoir assez trop de large. partenaires, tu pourrais t'imaginer, genre, plus de 5 partenaires, c'est genre vraiment trop Ouais, voilà. chaud. Non, j'ai quand même une vision assez large du truc. Mais ouais. Du coup, c'est marrant, quoi, parce que j'ai l'impression que ça répond pas au cliché qu'on aurait de quelqu'un qui dit je veux quelqu'un qui a pas eu beaucoup de partenaires, quoi, et qu'au final, c'est. Ce serait quoi ton maximum? 50. 50. Ah, bah c'est. Ouais, non, je suis large dans Alors, mon truc. Hein, quand j'ai même. une étude Ah bah. à ce sujet. Tu as une étude, vas-y. Alors, une étude réalisée par l'IFOP qui nous dit chez les hommes, la moyenne de partenaires sexuels, c'est 13,1 partenaires sexuels au cours d'une vie, et pour les femmes, c'est 6,9. Donc, quasiment la moitié. Ouais, mais c'est comme la taille des bites. Et donc, je pense que du coup, tu as du choix, parce que c'est Oui. encore une moyenne. Hein. Oui. Tu as beaucoup, beaucoup de choix. Ouais, bah, franchement, oui. Ouais, Oui, mais oui. les gens, généralement, ont tendance à répondre la réponse qu'ils pensent est la bonne réponse. Oui, c'est vrai. Il y a des biais. Donc, Mais malgré tout, je sais pas si vraiment une majorité de femmes ont. Il y a plein de. Je pense que j'arriverai peut-être aux 50 partenaires et que c'est le cas de plein d'autres gens, mais il y a aussi plein de gens qui vraiment ont pas d'histoire longue. Enfin, il y a beaucoup ce schéma, on a vu, de passer plutôt passer 3 mois avec quelqu'un, puis 2 ans avec quelqu'un, puis voilà, où en fait, au final, entre ses 20 et ses 30 ans, il n'y a pas eu. Enfin, il n'y a pas eu 50 personnes, quoi. Enfin, plutôt d'être dans des schémas de couple. Mais justement, moi, en fait, ce qui me bloque le plus aujourd'hui, c'est mon premier critère. C'est pas d'enfant. C'est pas d'enfant. Ok. Ouais, parce que t'as 30 ans et que du coup, j'ai 30 ans et que si je cherche des personnes qui sont dans mon carré d'âge, bah, c'est souvent des personnes qui ont déjà eu une vie, qui ont déjà été des fois mariées, qui sont récemment divorcées, qui ont déjà des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans ma recherche de relations, me bloque beaucoup. Mais tu vois, la façon dont tu as présenté la problématique de l'enfant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette présentation-là que tu... Parce que tu as dit... j'ai pas envie d'avoir, parce que si ensuite on divorce, je me suis attachée à l'enfant et du coup j'ai aucun droit dessus. Je pensais que juste tu voulais pas avoir l'éducation d'un enfant qui n'était pas le tien, tu vois. Non, ouais, ça c'est pas plus un truc que toi t'as peur d'être blessé au final. Oui. Bah en fait c'est que j'ai pas envie j'ai pas envie de m'attacher à un enfant qui est pas le mien et j'ai aucun droit dessus. Si par exemple, c'est hyper dur. je suis déjà sorti avec des personnes qui avaient des enfants. Si tu veux l'engueuler, c'est difficile. Parce que c'est pas le tien. C'est pas à toi de le faire. C'est pas ton rôle. Ouais, mais si tu restes longtemps... Enfin, je veux dire, moi je viens d'une famille recomposée, donc mon père a éduqué ma sœur, et c'est pas sa fille. Et enfin... Jamais il dit ma belle-fille, il dit toujours mes filles, enfin, en parlant de nous deux, quoi. Et... Ma fille est... Ma fille est la fille de ma femme. Jamais j'ai entendu mon père dire ça. Enfin... Il y a aussi d'autres choses qu'on peut... Parce que je me dis, est-ce qu'il y a des contrats, enfin, en tout cas, des choses qu'on peut faire pour assurer un peu une place dans la vie de l'enfant, quoi qu'est-ce, avec la séparation? Je sais pas s'il y a des choses qui... Et, mais alors, légalement, non, ce qui est peut-être dommage. Mais symboliquement, entre guillemets, je sais que je connais quelqu'un qui est du coup sorti avec une meuf qui avait un ou 2 enfants, un enfant. Et du coup, il est devenu parrain de cet enfant. Et maintenant, ils sont plus ensemble. Et voilà, heureusement, ils se sont séparés dans des bons termes, en gros. Mais lui, du coup, il garde ce rôle de parrain et l'enfant le voit comme, du coup, son parrain. Et du coup, ça permet de continuer ce lien dans la durée. Et c'est vraiment un enfant qui a une place importante dans la vie de cette personne, que cette personne voit à tous les week-ends ou presque, enfin en tout cas assez régulièrement. L'enfant est là quand est-ce que mon parrain vient. Et il y a un truc de être parrain qui donne vraiment une place, qui peut donner une place particulière dans la vie de l'enfant, et où ça peut être, peut-être qu'il y a d'autres possibles. Mais je comprends cette peur d'être blessé, ce fait de se dire là il arrive dans ma vie et quand il repart, peut vraiment n'y être plus du tout. Oui, c'est vraiment pas facile, en effet, d'éduquer un enfant qui n'est pas le tien. Il y a plein de... Enfin, je veux dire, ça a été très conflictuel entre ma sœur et mon père. Enfin, c'est clair que pour avoir vu le truc se faire, je vois que c'est pas facile. Mais... je sais pas. Enfin, en tout cas, j'espère que tu trouveras quelqu'un avec qui faire famille. Bien un jour. On continuera. J'espère que le bisoudrome dure assez longtemps pour avoir plein de phases de nos vies. En attendant, je serai tonton, donc ça va. Oui, tu vas avoir une place particulière dans la vie d'un enfant, ce qui est chouette à expérimenter. Peut-être il y a des auditrices qui sont là en mode mais moi, je n'ai pas d'enfant et j'ai 30 ans. Est-ce que tes DM je veux pécho Xan. Les DM sont ouverts. Parlez sur le compte du bisoudrome si vous êtes
êtes Et après, il y aura un intéressés, bébé bisoudrome. Ah ouais. Oh. Ah ouais, on finit là-dessus. Si vous voulez nous envoyer des petits DM sur le Bisoudrome, que épisode après épisode, vous êtes charmés par Xan, et que vous voulez apprendre à le connaître. De ma douce voix. En plus, il se déplace dans toute la France. Non, plus maintenant, c'est bon. J'ai eu ma dose maintenant. Bon, peut-être pas dans toute la France. On s'arrangera. Bon, je pense qu'on va en finir là cet épisode. Encore une fois, très intéressant. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous dire si vous voulez pécho Xan. Peut-être tu pourras nous dire aussi si t'es enceinte, parce qu'il y a quelques épisodes, Ah tu oui, nous disais... J'avais un problème de salive. Et du coup, est-ce que t'es enceinte de ton plan cul de ton Ah oui, plan non, à de 3, ta pardon. soirée. Oui, de mon plan à 3 et de je sais pas lequel des personnes dont je connais pas le prénom. Non, normalement, à moins que je fasse un déni de grossesse. Tout a l'air d'aller bien. Ouais, mais tu baves plus, donc. Oui, je baffe plus. Donc les symptômes se sont rétablis. On va Franchement, rester si sur vous avez- cette image. Si vous n'avez pas écouté l'épisode d'avant ou d'avant, je sais plus, vous n'avez pas ça en tête, vous comprenez pas, allez écouter les autres épisodes pour comprendre cette private joke. Envoyez-nous des petits mots doux sur Insta, le Bisoudrome. J'ai aussi un compte qui s'appelle Lelinaku si vous voulez me parler que à moi. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et on a envie de continuer encore longtemps pour qu'on puisse vous montrer tout ce qui se passe dans nos vies, faire un épisode spécial Xan rencontre l'amour, trouve l'amour. Comment Donc aidez-nous à vivre longtemps en tant que petit podcast. Et du coup, d'ici le mois prochain, des bisous. Le Bisoudrome.